La police métropolitaine de Tokyo a reçu un appel juste après 10h55 du matin, signalant le massacre d'une famille de 4 personnes à Setagaya. Les victimes étaient Mikio-san, âgée de 44 ans, sa femme Yasuko-san, âgée de 41 ans, leur fille Nina-chan, âgée de 8 ans, et leur fils Rei-chan, âgé de 6 ans. Tous ont été violemment assassinés dans la maison pendant les premières heures de la nuit. Pendant 10 ans, Yasuko-san avait géré une entreprise de soutien scolaire à domicile depuis la maison voisine de sa sœur. Sa sœur y vivait avec son mari, leur fils et leur mère, Haruko-san. Lorsque la mère de Yasuko-san n'a pas réussi à la joindre ce matin-là, elle est allée chez elle pour faire la découverte la plus terrifiante de sa vie. La maison individuelle était complètement en désordre. Elle avait été fouillée avec plusieurs tiroirs tirés. Des empreintes de sang jonchaient les lieux. Haruko a découvert les 4 corps et, sous le choc, est retournée en courant chez elle. Submergée par l'émotion, elle s'est effondrée devant sa fille et son gendre. C'est le gendre de Haruko qui a passé l'appel d'urgence. La police est arrivée sur les lieux à 11h06 sans se douter du cauchemar qu'elle allait découvrir. Bientôt, elle apprendrait presque tout sur le meurtrier, tout sauf son identité et le mobile d'un crime aussi violent. Il a laissé son acide désoxyribonucléique partout. Il a laissé ses vêtements sur les lieux. Il a laissé l'arme du crime. Il a utilisé l'ordinateur de la victime. Il a mangé au moins 4 glaces de leur congélateur. Et il est resté à l'intérieur de la maison pendant des heures et des heures alors que la famille gisait morte. Ce jour-là, c'était le 31 décembre 2000, la première veille du nouvel an du 21e siècle. Laissez-moi vous ramener 25 ans en arrière, au Japon, en l'an 2000, à l'aube du nouveau siècle. L'économie était encore fragile, mais la culture explosait. Tokyo, illuminé au néon, bourdonnait d'arcades. Animé, téléphones à clapper avec Internet, alors que le monde découvrait les textos, le Japon était déjà sur Internet. Sans oublier la sortie de la PlayStation 2, les stars de la J-pop dominèrent les ondes. Utada Hikaru, Ayumi Hamasaki, et la mode était audacieuse, comme la tendance populaire des filles de Harajuku. L'industrie cinématographique prospérait, avec des films comme Battle Royale qui ont suscité la controverse et ont aussi mené à des cultes pour beaucoup de personnes vivant ou visitant le Japon. On avait l'impression que le futur était déjà arrivé, mais c'était une toute autre affaire. Pour les familles en banlieue résidentielle, avant le réveillon du Nouvel An, les familles nettoyèrent leur foyer. Elles accrochaient des décorations pour attirer la chance et repousser les mauvais esprits. Mais la paix n'est pas venue pour tout le monde, car c'est à ce moment-là que la nouvelle est tombée. Une famille entière avait été assassinée. Dans leur propre maison, lorsque la police est entrée, voici ce qu'ils ont découvert. Au premier étage, dans le bureau, des traces de pas ensanglantés menaient lentement vers la porte. La scène était chaotique. Des objets éparpillés dans une maison qui n'était plus un foyer. Au pied de l'escalier, ils ont trouvé le père, Mikio. Il portait encore ses vêtements de ville, une pantoufle accrochée à son pied. Son corps était mutilé, 7, peut-être 8 coups de couteau. L'hémorragie était massive. Des fragments d'un couteau à sushi étaient profondément enfoncés dans son crâne. Il n'avait aucune chance. En montant les escaliers jusqu'au 2e étage, les policiers ont été confrontés à quelque chose d'encore pire. Près de l'échelle du grenier, 2 autres corps. Nina, l'aînée, était accroupie. Yasuko, la mère, étendue près d'elle. Les 2 victimes ont été poignardées plusieurs fois. Visage, cousse ravagée. L'attaque contre Yasuko était si violente que sa tête était presque méconnaissable. Les dents déchaussées de Nina indiquent qu'elle avait aussi été battue. Leurs corps étaient recouverts d'un tas de vêtements. Tous 2 étaient encore en pyjama et ils ont subi les blessures les plus brutales de toutes. Puis vint la chambre des enfants. À l'intérieur, ils ont trouvé le plus jeune fils allongé face contre le matelas du lit du bas. Il avait été étranglé à mains unies, sans blessure par arme blanche, mais le corps présentait des signes, saignements de nez, marques de pression. C'était un meurtre brutal et personnel. Et autre chose, sa chambre, la seule sans tache de sang. Pour comprendre les meurtres, il faut connaître la disposition de la maison. Vue de l'extérieur, la maison de banlieue typique à Setagaya, Tokyo, ne se distinguait pas des autres.
Elle semblait même être reliée au voisin où vivait la sœur de Yasuko et leur mère, mais à l'intérieur, un mur solide et insonorisé séparait les deux familles. Ce n'était pas un espace partagé. C'était une maison entièrement séparée pour deux familles. Le côté de la victime avait 4 niveaux, le rez-de-chaussée, la mezzanine, le premier étage et le grenier. Quand on entrait dans la maison près du parking, on arrivait dans le bureau. Il occupait la majeure partie du rez-de-chaussée. Une salle polyvalente, l'espace de travail du père, un espace de réception et l'endroit où l'enfant étudiait. Il y avait 2 bureaux, chacun avec un ordinateur, une grande bibliothèque contre le mur et à proximité, un petit débarras. Sur la mezzanine, ils avaient une salle de bain, des toilettes séparées et la chambre des enfants, avec un lit superposé et un piano. La pièce avait même son propre balcon et à seulement 4 marches plus haut se trouvait le 2e étage. La cuisine et la salle à manger donnaient sur l'avant et, derrière elle, se trouvait un salon modeste. Tout en haut se trouvait le grenier. La nuit, la mère Yusuko choisit de dormir avec Nina parce qu'elle ne se sentait pas bien. La seule façon de monter au grenier était une échelle escamotable depuis la mezzanine. Maintenant, voilà le problème. Durant l'incident, les volets du garage étaient clos. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Une petite voiture intacte était garée dans l'allée. La boîte aux lettres était équipée d'un détecteur de mouvement et la porte d'entrée était munie d'une serrure de haute sécurité Miwa. 2 serrures, une seule clé, plus une chaîne de porte. Quiconque est entré cette nuit-là avait soit une clé, soit n'en avait jamais eu besoin. On n'a jamais su clairement comment le meurtrier est entré dans la maison, mais les enquêteurs pensent qu'il est probablement passé par une petite fenêtre de salle de bain d'environ 30 sur 40 cm à un peu plus de 3 mètres du sol. C'est un passage étroit, mais faisable pour une personne mince. La police émet l'hypothèse que le meurtrier a escaladé la clôture, utilisant un chauffe-eau ou un boîtier électrique comme point d'appui. Une branche d'arbre cassée, une moustiquaire tombée et des empreintes de chaussures dans la terre en dessous. Ils ont testé cette théorie. Un officier mince a réussi à passer par là, donc oui, c'était faisable. Pourtant, certaines personnes pensent qu'il est peut-être passé par le balcon ou qu'il a simplement été laissé entrer par Mikio lui-même. Mais dans le rapport officiel, la fenêtre de la salle de bain reste le point d'entrée le plus probable. Les meurtres ont probablement eu lieu après 22h30. C'est à ce moment-là que Mikio a utilisé son ordinateur pour la dernière fois, se connectant à son compte email avec son mot de passe vers 23h. Un grand bruit, entendu par la sœur de Yasuko, un membre de la famille voisine. On pense que cela pourrait avoir été l'échelle du grenier qui descendait ou peut-être Mikio qui tombait pendant la lutte. D'après la chronologie, les enquêteurs pensent que la famille a été massacrée entre 11h et 11h45 du soir. La médecine légale examinerait plus tard le contenu de l'estomac des victimes. Les résultats ont fixé l'heure du décès à environ 11h30 du soir. La dernière heure de leur vie a été marquée par la violence, la panique et la peur. Personne n'en est sorti vivant. En entrant par la porte de la salle de bain, on pense que le tueur a d'abord étranglé le plus jeune fils qui dormait dans un lit superposé dans la chambre des enfants. Ensuite, soit le tueur est descendu et a attaqué le père pendant qu'il travaillait sur l'ordinateur, soit le père a affronté le tueur et il y a eu une lutte. Parce qu'au bas des escaliers, le père a ensuite été retrouvé allongé sur le côté, vêtu seulement de ses vêtements et d'une seule pantoufle. Il y a eu clairement une lutte. Après cela, on pense que le tueur est monté au grenier où la mère et la fille dormaient encore. Il les a attaqués par surprise avec ce même couteau à sushi. Des taches de sang sur le lit et le matelas confirment qu'elles ont été attaquées alors qu'elles dormaient encore. L'agression a été si violente que des marques profondes de couteau ont été laissées dans la tête de lit. Pendant l'attaque, le couteau s'est cassé et il a laissé la mère et la fille grièvement blessées. Mais d'une manière ou d'une autre, elles ont survécu à cette première agression. Pensant que l'agresseur s'était enfui, la mère a réussi à descendre l'échelle avec sa fille. Elle a tenté de soigner les blessures de sa fille avec des éponges médicales et une trousse de premier secours. Mais malheureusement pour elle, le tueur n'était pas parti et la maison était bien trop petite pour qu'elle puisse s'enfuir sans être remarquée. Le tueur est revenu assez vite, cette fois armé d'un autre couteau qu'il avait trouvé dans la cuisine, et ce qui a suivi a été encore plus sauvage. Le visage de la mère était devenu méconnaissable, un amas de coupures et de traumatismes. La fille a également été poignardée un nombre de fois non divulgué. Il y avait une rage évidente et incontrôlée dans cette seconde attaque. On pense que le tueur s'est blessé à ce moment-là. Nous y reviendrons. On ne sait pas non plus si la porte d'entrée était verrouillée à la découverte des corps.
Cela suggérait que le tueur était peut-être simplement sorti par la porte d'entrée et des empreintes à l'intérieur de la maison allaient dans cette direction. C'est là que ça devient vraiment troublant, car il n'est pas parti tout de suite. Il est resté pendant des heures. Dans la majorité des cas similaires, le tueur fuirait rapidement, disparaissant avant même que les corps ne refroidissent, mais pas celui-ci. À l'intérieur de la maison, on aurait dit que quelqu'un cherchait quelque chose, ou du moins faisait semblant de le faire. Les tiroirs étaient arrachés, des documents d'identité et bancaires éparpillés partout. Des reçus, documents et produits hygiéniques trempés jetés dans la baignoire et la salle de bain dans un état déplorable. Le meurtrier a déféqué dans les toilettes et a tiré la chasse. Des traces ont été laissées, suffisamment pour être analysées. Les enquêteurs ont trouvé des restes de sésame et de concombres marinés, un repas traditionnel japonais. Le contenu ne correspondait pas au dernier repas des victimes, mais à un précédent déjà en partie digéré. L'appartenance du repas reste incertaine, probablement celui du meurtrier. Oui, ils ont fait un test acide désoxyribonucléique, mais les excréments sont une source peu fiable. Pourtant, même ces selles sont devenues un indice. Il n'en avait pas fini. Il a déchiré les documents de tutorat de Yusuko et les a jetés dans la baignoire. Il a fouillé dans ses sacs à main et a jeté leur contenu dans l'eau aussi. Il s'est soigné lui-même. Pendant l'attaque, le meurtrier s'est blessé à la main droite, alors il s'est soigné avec la trousse de premier secours de la famille, étalant tout sur la table à manger. Des serviettes ensanglantées, des bandages, même un pansement collé à un carnet. Il a utilisé des serviettes hygiéniques pour arrêter le saignement, une méthode peu courante chez les civils mais standard dans l'entraînement militaire. Stérile, absorbant et efficace. Était-il formé ? Beaucoup pensent que oui. Ses gants ensanglantés et les deux armes du crime, un couteau à sushi et un couteau de cuisine, ont été laissés dans la cuisine. Ensuite, il a mangé leur nourriture. Il a fouillé dans le réfrigérateur. 4 pots de glace, un peu de thé d'orge au jambon et un melon vidé à mains nues, sans ustensiles, juste des pots de glace écrasés laissés partout dans la maison, près de l'ordinateur, dans la cuisine, dans le salon. Ils ont même trouvé du chewing-gum mâché et une tasse de thé avec de la salive, mais il n'a jamais touché au soda ni à l'alcool. Et à 1h18 du matin, il a utilisé l'ordinateur de la famille. Il a consulté le site web d'une troupe de théâtre, un site que Mikio visitait souvent. Il a créé un dossier vide. Son empreinte a été trouvée sur la souris, mais pas sur le clavier. Sa session s'est achevée à 1h23 du matin. Ensuite, il s'est déconnecté. Il a peut-être fait une sieste ensuite. Un oreiller a été retrouvé sur le sol du salon avec une marque nette, comme si quelqu'un s'était allongé dessus. Plus tard dans la matinée, vers 10h, l'ordinateur s'est rallumé. Mais il est possible que la mère de Yasuko, habitant à côté, ait accidentellement donné un coup dans le câble en venant rallumant l'ordinateur. Les empreintes de pas du meurtrier ont été analysées en détail. Certains pensent qu'il montrait des mouvements de style militaire parce qu'il se déplaçait avec précision, marchant de côté, le dos contre le mur, à travers des espaces étroits. La théorie de l'expérience militaire est très crédible et sera explorée ultérieurement. Après avoir quitté la maison, son évasion a suscité de nombreuses théories. Il y avait des gares et des arrêts de bus. Il aurait pu partir à pied, en transports en commun ou en voiture. Mais le fait est que personne ne l'a vu. Aucune caméra de surveillance ni témoin n'était présent, sauf peut-être un homme. À 17h30 plus tard le même jour, un homme est apparu à la gare de Topuniko avec une blessure grave à la main, l'os était visible. Il avait la trentaine, mesurait environ 175 cm, portait une doudoune noire et un jean. Il a reçu des soins, mais personne n'a jamais découvert qui il était, ni comment il s'était blessé. Au début, la police a ignoré l'affaire. Ils ne croyaient pas que le meurtrier prendrait un train. Mais le temps qu'ils enquêtent, des mois s'étaient écoulés et cet homme était parti depuis longtemps. L'un des aspects les plus étranges de cette affaire est que le meurtrier a non seulement laissé des preuves, mais aussi ses propres affaires. Il semblait s'en ficher. La majorité de ses affaires ont été découvertes au 2e étage, laissées bien visibles. Le meurtrier a utilisé un couteau à sashimi de 21 cm. Plus précisément, un Seki Magaroku Jinsu. C'est un couteau de cuisine courant au Japon, produit en masse à Gifu et vendu dans les supermarchés locaux, y compris ceux près des gares de Kyoto et de Yoga. À l'époque, quelqu'un correspondant à la description générale du suspect a même été aperçu en train d'en acheter un. Mais lorsque la police a retrouvé cet homme en 2021, son acide désoxyribonucléique ne correspondait pas à celui retrouvé sur le sweatshirt. Celui-ci est tristement célèbre. Un sweatshirt raglan gris et violet,
taille L qui était soigneusement pliée. La veste, une doudoune noire Uniqlo AirTech, taille large, avait aussi été laissée sur place. Elle est sortie en magasin en octobre 2000 et s'est vendue comme des petits pains avec plus de 80 000 exemplaires écoulés. 10 000 exemplaires vendus à Tokyo. Groupe sanguin A, probablement celui du meurtrier. Du sang a été trouvé sur les poignets. Une banane vert foncé, usée et abîmée, utilisée pendant des années. Fabriquée par une entreprise à Osaka et vendue dans 35 préfectures entre 1995 et 1999, principalement dans des magasins à bas prix de la région du Kanto. Les enquêteurs ont également trouvé un détergent rare utilisé sur le sac. Un produit vendu surtout hors du Japon, alimentant les théories d'un meurtrier ayant voyagé à l'étranger. Des traces de matière fluorescente, d'abord jugées suspectes, provenaient en fait de surligneurs ordinaires. Cela a amené certains à penser que le meurtrier était peut-être étudiant lorsqu'il utilisait ce sac. Du sable dans le sac? Cette partie a suscité des interrogations. Le sable ne venait pas seulement du Japon. Il a été retracé jusqu'au désert de Mojave, près de la base aérienne d'Edwards en Californie. Cependant, du sable de la péninsule de Miura au Japon a aussi été trouvé dans la poche de la veste. Cela insinue que le meurtrier, ou au moins les objets, auraient été présents aux deux lieux. Il est possible qu'il ait voyagé ou ait un passé lié à cet endroit. Un chapeau boni gris en acrylique avec une doublure noire, un chapeau typique pour la pluie ou le soleil. Il était de taille unique et vendu dans les magasins de jeans partout au Japon. Plus de 3400 exemplaires ont été vendus entre 1998 et 2000. Comme le sweatshirt, certains ont été vendus dans les mêmes magasins de Tokyo. Il y avait aussi une petite écharpe verte à motif à carreaux rouge-orangé d'environ 130 cm de long. Elle ressemblait à quelque chose qu'un adolescent ou même un enfant porterait. D'après son état d'usure, le meurtrier l'utilisait peut-être depuis des années, peut-être même depuis son enfance. Une paire de gants en cuir noir doublés de polaire, mesurant environ 26 cm, a aussi été retrouvée. Il semblait neuf, mais était taché de son sang. Plus de 10 000 paires avaient été produites en série. Il est possible qu'il les ait achetées juste pour ce crime. 2 paires de mouchoirs Muji ont été trouvées, l'une dans la cuisine, l'autre à l'étage. Les 2 avaient été lavés et repassés. L'un avait une fente, probablement utilisée pour envelopper le manche du couteau, peut-être pour une meilleure prise, ou éviter les éclaboussures de sang. L'un portait le sang du meurtrier, peut-être utilisé pour arrêter le saignement. Certains pensent que leur utilisation pourrait avoir une signification rituelle ou culturelle. Des tissus similaires ont été utilisés dans les usines de fruits de mer chinoises et lors de cérémonies dans le nord des Philippines. Ils ont aussi découvert des traces d'eau de Cologne, probablement dracar noir ou une version plus ancienne. Dracar de Guy Laroche sur les mouchoirs et la banane. Cette eau de Cologne était très prisée des skateurs américains dans les années 80. Elle était vendue au Japon à la même époque et on pouvait encore la trouver à certains endroits. Enfin, les empreintes de pas. Elles correspondaient à une basket britannique appelée Slazenger, fabriquée en Corée du Sud. Environ 4500 paires ont été vendues entre 1998 et 2000 dans des couleurs comme blanc, gris et bleu marine. Taille d'environ 27,5 cm selon la taille japonaise, mais voici le hic. Cette taille spécifique n'a même pas été confirmée comme ayant été vendue au Japon. Donc, il y a de fortes chances que les chaussures aient été importées de l'étranger, soit apportées de Corée du Sud, soit importées de façon privée. Mais quelques éléments ont disparu. L'un d'eux était un sweatshirt unique de Mikio, le père. Il était de la marque décente, avec Dive imprimé et un graphique de poisson. C'est quelque chose qu'on ne confondrait pas avec un sweat à capuche ordinaire. Il a été vendu entre 1991 et 1996. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on volerait au hasard, à moins de savoir exactement où il se trouvait. Et puis, il y avait l'argent liquide. Environ 200 000 yens, peut-être 150 000 selon la source. Beaucoup croyaient que c'était l'argent des frais de scolarité de Yasuko, la mère, qui avait disparu avec le portefeuille qui le contenait. Mais voici l'étrange. D'autres objets de valeur ont été laissés sur place. Les livrets bancaires, cartes de paiement et même l'or sont restés intacts. Quelqu'un avait effectivement fouillé ces documents. Mais une autre enveloppe, contenant 60 000 yens, était simplement posée dans une autre pièce, intacte. En effet, ça n'avait pas vraiment l'air d'un cambriolage. Ça semblait ciblé, comme si le tueur était venu pour des choses très précises et avait ignoré le reste. Que sait-on du tueur? La police de Tokyo a publié son profil comportemental et physique. C'est étonnamment détaillé. Homme, groupe sanguin A, confirmé par le sang qu'il a laissé sur place.
Aucune des victimes n'avait ce groupe sanguin, très probablement droitier, d'après l'angle et la profondeur des blessures. Jeune, entre 15 et 24 ans. Environ 170 cm, à peu près 1,70 m mince. La police pense qu'il était adolescent ou étudiant parce qu'il portait une banane et une écharpe courte, des choses qu'on voit généralement chez les étudiants. La ceinture et l'écharpe, de petite taille, sont adaptées pour un adolescent. Son sac avait des traces d'encre de surligneur, ce que la plupart des adultes ne transportent pas. Des cheveux noirs ont été retrouvés, dont un semblait coupé à la tondeuse. L'acide désoxyribonucléique dans les cheveux correspondait à celui du sang. Il a aussi laissé des empreintes digitales. Son pouce avait un motif en spirale ressemblant à un groin de cochon, unique et absent de la base de données criminelle du Japon. Même après que la police ait comparé plus de 2000 suspects, cela suggérait qu'il n'avait pas de casier judiciaire, du moins pas au Japon. En ce qui concerne ses capacités physiques, ce n'était pas un culturiste, mais il était agile. Il a grimpé une clôture et s'est introduit par une fenêtre du 2e étage. Des analyses médico-légales ont révélé qu'il n'avait consommé aucune drogue, pas même un médicament contre le rhume. Il ne fumait pas non plus, aucun mégot de cigarette ni trace de fumée n'a été trouvé. Il n'a pas bu de bière dans le réfrigérateur, mais il a bu du thé d'orge, ce qui est courant dans les foyers japonais. Cela pourrait signifier qu'il était à l'aise dans un foyer japonais du côté de son père. L'acide désoxyribonucléique indique l'Asie de l'Est, courante au Japon, mais du côté de la mer, l'Europe du Sud-Est, possiblement méditerranéenne. C'est rare au Japon, donc il est possible qu'il soit métis. Il existe un marqueur paternel appelé homon 3/4, que l'on trouve chez environ un Coréen sur 5, un Chinois sur 10, et seulement un Japonais sur 33. À cause de cela, la police japonaise a même contacté Interpol pensant que le meurtrier était peut-être un étranger ou avait quitté le pays après le crime. Au Japon, l'utilisation de l'acide désoxyribonucléique pour déterminer la race ou l'ascendance d'un suspect dans une affaire criminelle est illégale. Ils ne peuvent l'utiliser que pour confirmer des liens familiaux. Même si les enquêteurs ont une bonne idée des origines du tueur, ils ne peuvent pas légalement en faire grand-chose. Mais dernièrement, il y a eu un soutien public croissant pour changer cette loi, puisque cela pourrait aider à enfin résoudre cette affaire. Quelles sont les théories ? Il y a quelques idées sur qui aurait pu faire ça, mais honnêtement, aucune d'elles n'est infaillible. Voici tout de même ce que les gens ont proposé. Cela aurait pu ressembler à un vol, mais en réalité, peu de choses ont été dérobées. Entre 150 000 et 200 000 yens, soit environ 1 500 $ américains, ont disparu. Mais des objets bien plus précieux ont été laissés intacts. L'or, les livrets bancaires, les cartes de crédit et même l'ordinateur étaient toujours présents. Pourquoi le meurtrier est-il resté aussi longtemps sans rien prendre ? Ce n'est pas un vol à l'arraché, c'est autre chose. En somme, le vol est illogique. Serait-il possible qu'une personne en veuille à Yasuko, comme un skateur ou un ancien élève ? L'hypothèse est plus crédible car il y avait un skatepark juste derrière la maison. Ça causait toutes sortes de nuisances sonores et de problèmes. Et Mikio, le mari de Yasuko, s'était disputé avec les skateurs du quartier quelques jours seulement avant les meurtres. Plus inquiétant encore, il aurait pu croiser des membres d'un gang local. La mère de Yasuko se souvenait que sa fille avait dit quelque chose d'étrange au téléphone avant les meurtres. Pourrais-tu attendre 19 heures pour ce type d'appel ? Elle se sentait sous pression, comme si quelqu'un l'observait. Et puis, il y a ça. Dès cet été, des chats mutilés ont commencé à apparaître dans le parc Soshigaya voisin. Des queues coupées, des peaux arrachées, des trucs malsains. Et ça s'est produit encore juste avant les meurtres. Un comportement classique d'escalade. La police a pris cette théorie au sérieux. L'écharpe, la banane, le surligneur, l'eau de Cologne, tout cela pointait vers un jeune homme, peut-être un skateur. Même le style vestimentaire et l'acide désoxyribonucléique du tueur suggéraient quelqu'un de cet âge-là. Yasuko aurait également mentionné une voiture suspecte garée devant leur maison le jour de Noël, quelques jours avant que tout n'arrive. Ça pourrait être une coïncidence ou un signe avant-coureur, mais voici le problème. La police n'a pu relier personne de la scène locale de skate au crime. Mikio tenait un journal quotidien, sans mentionner de conflit avec quiconque. Cette théorie semble plausible, mais ne colle pas tout à fait. Ensuite, il y a une autre théorie sur un forum appelé 2chan. Un homme postant sous le nom de Kuromutsu a commencé à laisser des messages cryptiques et horrifiants. Pour contexte, 2chan était le forum sans aucune restriction du Japon. On y trouve de tout, des blagues choquantes jusqu'à de vrais crimes. Le massacre d'Akihabara, le tueur a publié son plan en direct sur 2chan avant de tuer 7 personnes.
Ce Kuromutsu prétendait être un garçon de 13 ans qui torturait des animaux depuis l'âge de 3 ans. Il parlait de tuer des chats, des chiens, même des souris, et voulait passer aux humains. Il disait que les familles heureuses le mettaient en rage. Il voulait les éliminer. Un message donnait une heure et une date précise, le 31 décembre à 23h59, un jour après la nuit où les Miyazawa ont été tués. Kuromitsu a poursuivi ses publications même après les meurtres. Il a avoué le crime en donnant des détails concordants avec la scène, comme la victime empoignant le couteau. Il a exprimé son excitation face à la peur, s'est moqué de la police et a dit attendre son arrestation. Mais voilà le problème, il n'y a jamais eu de preuves tangibles. Aucune véritable identité ni trace d'adresse protocole internet n'était présente. Ça aurait pu être une vraie personne ou juste un troll malveillant. Voici quelque chose que vous ignorez peut-être. Lorsque les Miyazawa ont emménagé dans le quartier en 1991, ils faisaient partie d'un quartier animé. Plus de 200 maisons étaient regroupées dans la région. Leur propre maison était modeste, un peu à l'étroit, et donnait sur une aire de jeu pour enfants appelée le parc du train chouchou. Mais au fil des années, la ville a prévu d'agrandir le parc Soshigaya. Les familles ont commencé à vendre et à déménager. Fin 2000, seules 4 maisons subsistaient. L'une d'elles, juste à côté, appartenait à la sœur aînée de Yasuko, Anne. Leur mère y vivait la plupart du temps. Anne était récemment revenue d'Angleterre avec son fils et son mari restait à l'étranger. Les deux familles ont été allées d'accord pour vendre leur terrain et déménager avant mars 2001, mais Yasuko hésitait principalement à cause de son fils Rei, qui avait un trouble du développement. Elle ne voulait pas perturber sa routine, alors ils sont restés à seulement 3 mois d'un nouveau départ. Et puis la théorie du tueur à gages coréen. C'est un peu tiré par les cheveux. Il existe un livre intitulé « Le meurtre de la famille Bosatagaya, nouvelle vérité 15 ans plus tard », écrit par Fumiya Ichihashi, sauf que personne ne sait qui est Ichihashi. Dans ce livre, l'auteur affirme que le tueur était un homme utilisant le nom de Lee In-eun, un ancien soldat coréen. Et le cerveau serait un soi-disant chef religieux à Tokyo nommé Kanada Ichimichi, également un pseudonyme. Selon le livre, il était fauché et voulait toucher l'indemnité de relogement du terrain de Miyazawa. Il aurait soi-disant exploité le handicap de Rei dans le cadre du même plan tordu. Lee, son fidèle disciple, a commis les meurtres. Certains affirment même que des spéculateurs immobiliers louches étaient impliqués. Mais voici le problème. Il n'y a absolument aucune preuve concrète de cela. Et au Japon, tout étranger en visite doit donner ses empreintes digitales à son arrivée. Si Lee était entré légalement, ses empreintes seraient dans le système. Le Japon a contacté la Corée du Sud, mais Elsa ne l'éteignait pas. Les autorités ont vérifié leur base de données sans trouver de correspondance. La majorité considérait cette théorie comme infondée et offensante. Beaucoup de gens, surtout dans la communauté sud-coréenne, y voyaient un bouc émissaire sans aucune preuve. La dernière théorie est la plus crédible. Après avoir consulté de nombreuses sources en japonais, coréen et anglais, un nom revenait sans cesse. Nick Obregon. C'est un auteur et journaliste qui a enquêté en profondeur sur l'affaire de Setagaya. Il a interviewé des personnes liées à l'affaire, a fouillé dans leurs dossiers, et selon lui, cette prochaine théorie pourrait bien être la dernière qui ait du sens. La connexion avec l'armée américaine, les bases aériennes d'Edwards, de Yokota et d'autres. L'un des détails les plus déroutants dans cette affaire se résume à quelque chose de totalement banal. Du sable. Oui, du sable. On a trouvé des grains de sable à l'intérieur du sac banane du tueur. La police scientifique a retracé une partie du sable jusqu'à la base aérienne d'Edwards, une vaste installation militaire américaine en Californie. Le désert de Mojave. Rien que cela était déconcertant, mais ce n'est pas tout. Un autre échantillon a été associé à la péninsule de Miura, une région côtière juste au sud-ouest de Tokyo. Cette combinaison indiquait quelqu'un qui s'était physiquement rendu aux 2 endroits. Quelqu'un qui avait traversé des continents. Obergon a suivi la piste et a découvert un lien surprenant, des transferts militaires entre Edwards et la base aérienne de Yokota au Japon. En réalité, ils sont fréquents, c'est l'un des parcours de rotation les plus courants pour les militaires américains. Et Yokota ? Cette base se trouve à seulement 42 km de la maison familiale Miyazawa à Setagaya, un trajet rapide, pratiquement dans le quartier. Ajoutez à cela le profil médico-légal. Le tueur avait des origines mixtes, ce qui signifie qu'il n'était pas japonais. L'homme n'était pas enregistré comme résident au Japon. Sa précision suggérait une possible formation militaire selon les enquêteurs. Il a escaladé une clôture, s'est introduit par une fenêtre du 2e étage et y a passé des heures sans être remarqué. Il a plié ses vêtements avant de partir, se déplaçant silencieusement comme quelqu'un informé à le faire.
Son attaque était violente, mais étrangement maîtrisée. Dans son podcast Sans visage, Obregon s'engage dans cette ligne d'enquête. La police japonaise a-t-elle jamais comparé les empreintes digitales avec les dossiers du personnel militaire américain ? À ce jour, il n'y a pas de réponse. S'ils ne l'ont pas fait, cela pourrait bien être la plus grande erreur de toute cette affaire. Donc ici, nous nous retrouvons donc avec une scène de crime riche en détails, des preuves étranges, éparpillées comme des miettes de pain, et des théories qui partent dans toutes les directions. Mais celle-ci, ce lien avec l'armée américaine, c'est peut-être ce qui s'est le plus approché de la vérité. Un homme qui a traversé les océans, laissé derrière lui des grains de sable de deux mondes différents, puis s'est volatilisé. Et après toutes ces années, nous ne savons toujours pas qui il est. En décembre 2024, 24 ans après les meurtres, un documentaire japonais a ravivé l'intérêt pour l'affaire en mettant en lumière une possibilité glaçante, la prédiction faciale génétique. Depuis des décennies, l'acide désoxyribonucléique est utilisé dans la justice pénale pour identifier des suspects ou disculper des innocents. Aujourd'hui, une technologie appelée le phénotypage acide désoxyribonucléique pourrait amener l'analyse des scènes de crime à un tout autre niveau. Dans le profilage acide désoxyribonucléique que les enquêteurs utilisent depuis des années, ils essaient de faire correspondre l'acide désoxyribonucléique d'une scène de crime avec les dossiers déjà présents dans leur système. Avec la nouvelle technologie, il n'est pas nécessaire de faire correspondre ou de comparer les informations génétiques. Elle utilise l'acide désoxyribonucléique seul pour prédire à quoi quelqu'un pourrait ressembler. Ce concept a été présenté au public japonais par Nick Obregon, mais maintenant il est passé à la télévision nationale. L'émission a mis en avant des cas réels aux États-Unis où des meurtriers ont été identifiés grâce à la phénotypage acide désoxyribonucléique avancé, une technique qui permet de créer un portrait robot précis à partir de l'acide désoxyribonucléique d'un suspect. Ils ont montré des panneaux côte à côte, l'un avec l'image prédite, l'autre avec la véritable personne, arrêtée des mois ou des années plus tard. Dans de nombreux cas, la ressemblance était presque parfaite. À l'avant-garde de cette technologie se trouve Parabon Nanolab, une entreprise américaine à l'origine du service d'analyse acide désoxyribonucléique Snapshot. Snapshot prédit des caractéristiques physiques telles que la couleur de la peau, des yeux et des cheveux, et même la structure osseuse du visage en analysant le matériel génétique. Il a été utilisé dans plus de 200 affaires et s'est avéré efficace. Le message était clair. Le Japon avait déjà l'acide désoxyribonucléique du tueur. Si la loi le permettait, il pourrait s'en générer un visage. Et si ces lois changent un jour, nous pourrions enfin voir le visage de cette personne. Et pour la première fois depuis près d'un quart de siècle, le tueur sans visage de la famille Miyazawa pourrait enfin avoir un nom. Je suis Victor et voici Crimes Anatomie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire. Consultez notre playlist de toutes nos affaires à l'écran. Prenez soin de vous, à bientôt.